Donc, je suis effectivement chercheuse à l'INRA dans une unité qui s'appelle l'unité BIPAR. Donc, c'est une unité mixte de recherche entre donc l'INRA, l'école vétérinaire d'Alfort et l'ANSES. Donc, moi, je travaille donc, mon laboratoire est localisé à l'école vétérinaire à Alfort. Et mon centre de rattachement, il y a plusieurs centres INRA en France. Et mon centre de rattachement est celui de Jouy-en-Josas, donc qui est un centre à côté de Paris et encore plus à côté de Versailles. Mais vous voyez que c'est très vert là aussi et c'est un lieu de vie très sympathique pour l'éthique. Ensuite, voilà, mon équipe donc, qui s'appelle l'équipe Vectotique, et vous voyez qu'on n'est pas si nombreux que ça. Et puis, voilà, la star de notre laboratoire, c'est elle, donc c'est la tique, et c'est une tique en particulier qui s'appelle Ixodes ricinus, et je reviendrai sur cette tique, évidemment, tout au long de cet exposé. Alors, avant de commencer, bon, je pense qu'il y aura des questions à la fin. Si jamais je parle avec un jargon un peu trop incompréhensible, n'hésitez pas à m'arrêter, à me poser des questions, et voilà. J'ai essayé de faire le plus simple possible. J'ai répété avec mes filles qui m'ont dit qu'elles avaient compris, donc... Voilà, donc. Alors, l'éthique, pour commencer, c'est quoi? Donc, ce sont des arthropodes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des animaux invertébrés qui ont un corps segmenté et qui ont une carapace. Alors, par exemple, les autres arthropodes que vous connaissez, il y a le crabe, les crevettes, par exemple, et puis il y a les tiques. Et puis, les tiques ont une particularité, c'est qu'elles sont hématophages. C'est-à-dire qu'elles vont se nourrir de sang. Donc, elles prennent pour repas un repas sanguin. Ça, c'est assez bizarre. Et l'autre caractéristique de ces tiques, c'est qu'elles vont avoir 3 stades. Donc, le stade larvaire, que vous avez ici, c'est le bébé tique. Le stade nymphal, qui est ici, ce serait la tique adolescente. Et puis, les adultes, donc une femelle et un mâle. Et chez les tiques, donc, les larves, les nymphes et les femelles piquent l'homme ou les animaux. Les mâles ne piquent pas. Si vous voulez, après, pour avoir une idée du... J'ai pris des petits spécimens, ils sont morts. Hein. Elles sont mortes. Pardon ? Ah ben sûrement, parce qu'il y en a beaucoup. Mais, donc, c'est pour voir la différence de taille de ces différents stades, et puis pour vous montrer que c'est des acariens qui sont tout petits, donc parfois très difficiles à voir. Alors, un petit quiz pour commencer. Alors, pour vous, une tique, c'est quoi? C'est un insecte ou un acarien? Acarien. Très bien. Alors, pourquoi c'est un acarien? Comment on distingue acarien? Très bien. Donc, c'est effectivement un acarien. Donc, ça a 4 paires de pattes, contrairement aux insectes qui en ont 3, sauf la larve. Si vous regardez bien, la larve, elle a 3 paires de pattes. Donc, quand vous voyez une larve, ça pourrait faire penser à un insecte, mais non, c'est bien un acarien. Alors, je l'ai dit déjà, mais on dit un tique ou une tique. Voilà. Parce que parfois, les gens disent une tique, et ça un tique plutôt, et ça m'énerve. Donc voilà, c'est une tique. On dit une tique, mais en même temps, on ne devrait pas. On devrait dire les tiques ou des tiques, parce que les tiques, c'est quoi? C'est plus de 869 espèces différentes de tiques. Donc c'est très, très varié. Et ces tiques, il y en a partout, en fait. Dans le monde entier, en fonction des espèces, on en trouve absolument partout. Que ce soit dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, dans zone tropicale, partout il y a des tiques. Alors pourquoi on les étudie? Erwin a déjà parlé de leur rôle de transmetteur de maladies, donc on les étudie effectivement pour cela. Ce sont des vecteurs de microbes. Alors peut-être que dans mon exposé je vais parler d'agents pathogènes, mais agents pathogènes, microbes, c'est la même chose, hein. Ce sont des micro-organismes qui sont capables de donner des maladies chez l'homme ou l'animal. Donc c'est un vecteur de maladie.
Et en fait, au niveau mondial, c'est le deuxième vecteur de maladie pour l'homme ou l'animal après le moustique. En fait, je vais dire une bêtise, c'est le deuxième vecteur de maladie chez l'homme après le moustique. Chez l'animal, c'est le premier vecteur de maladie au niveau mondial. Et au niveau européen, et au niveau même de tout l'hémisphère nord, c'est le premier vecteur de maladie, avant même le moustique, chez l'homme. Donc c'est vraiment un vecteur très très important en matière de santé publique et de santé animale. Alors, donc les tiques, je vous ai dit que c'était plus de 800 espèces différentes. Heureusement, en France, on n'en a pas 800 espèces. Elles sont réparties un peu partout dans le monde entier. En France, il y a quelques espèces qui ont une très grande importance en termes de santé publique et vétérinaire. Donc, il s'agit de Ixodes ricinus, donc qui est celle qu'on étudie au laboratoire. C'est l'agent de la maladie de Lyme et c'est l'agent de tout un tas d'autres maladies dont on parlera un tout petit peu plus tard. Et donc, c'est celle qui est la plus importante en termes de santé publique parce que c'est celle qui va transmettre la plus grande variété de microbes et la plus grande variété de maladies. Ensuite, on trouve donc Dermacentor avec différentes espèces, et puis Rhipicephalus sanguineus, qui elle est une espèce qui est spécifique aux chiens, donc qui en général va piquer vos chiens. Elle peut vous piquer vous aussi, mais c'est vraiment une tique qui a une préférence vraiment importante pour les chiens, alors qu'Ixodes va piquer un peu tout, on va le revoir. Donc, dans la suite de cet exposé, je parlerai uniquement d'Ixodes ricinus. Alors, Ixodes ricinus, où c'est qu'on va trouver cette tique? Eh bien, voilà, quelques photos des lieux de vie de cette tique. Donc, vous voyez qu'elle aime bien les endroits très sympathiques et verdoyants. Donc, son habitat principal, ce sont les forêts. Elle aime bien aussi les jardins, lorsqu'il y a des animaux qui vivent dans les jardins, les prairies. On la trouve aussi sur les pâtures où vont se trouver des animaux, que ce soit des vaches, des chevaux. Donc voilà son lieu de vie. On la trouve assez rarement en ville, intramuros, sauf dans certains parcs. Et en particulier, par exemple, à Paris, il y a des tiques, il y a Ixodes ricinus dans le bois de Vincennes, et on peut en trouver dans certaines villes. Alors, les saisons préférées des tiques, alors ça, je vais vous montrer une étude qui a été réalisée à Nancy. En fait, c'est dans une forêt près de Nancy, mais je ne sais pas où exactement. Ça a été réalisé dans le cadre d'un projet qui est financé par l'INRA, qui est un projet qui a pour objectif d'étudier les variations du climat sur les densités de tiques. Ce projet s'appelle CCEID. Il est coordonné par deux chercheurs INRA, donc Karine Chalvet et Jean-François Cosson. Et donc, on va dans différents endroits en France récolter tous les mois des tiques et on les compte. Et ça, on va faire ça sur 4 ans. Et au bout de ces 4 ans, on va pouvoir analyser ces densités de tiques en fonction des saisons et en fonction de la température et de l'hygrométrie. Donc, alors, vous n'allez pas tout regarder, c'est un schéma un petit peu compliqué parce qu'il y a différents stades. Donc, vous allez, sur ce schéma-là, regarder que l'année 2014 et que la courbe verte. Et la courbe verte, c'est en fait la densité des nymphes d'Ixodes ricinus. Et vous voyez qu'il y a 2 pics, en fait. 1, 2, il y en a même un troisième, m'a fait remarquer l'une de mes filles, c'est vrai. Donc, en fait, il y a 2 pics importants. L'un au mois de mai environ, et l'autre, donc en plein, on y est en plein, et l'autre au mois de septembre-octobre. Et puis un autre, là, il y en a eu un autre, en fait, ça va dépendre vraiment de la météo et des températures, on va le revoir. Donc ça, c'est à Nancy. On a fait la même chose dans la forêt de Sénart, qui est une forêt au sud de Paris. Et vous voyez qu'on a à peu près les mêmes courbes, hein, avec un pic au printemps, un autre en automne. Donc les saisons préférées de la tique, Ixodes ricinus, c'est le printemps et l'automne.
Mais ce qui est important, c'est que ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, il y en a quand même toujours, ça ne va pas à zéro, là, il y en a toujours. Même s'il y en a plus au printemps et en automne, il y en a malgré tout toujours en hiver et en été. Alors, les tiques, alors, par exemple, à moins 20 degrés, les tiques peuvent être tuées, hein, s'il y a des hivers très très froids. Mais en général, ce qu'elles font, c'est qu'elles se mettent en état de veille. Elles sont dans la végétation et elles passent l'hiver comme ça. Ça, ce qu'on a calculé, ce sont le nombre de tiques actives. Et ça, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est qu'une tique active par rapport à une tique qui attend tranquillement la bonne saison pour redevenir active. D'accord ? Alors, maintenant, sur quoi la tique, je vous ai dit que les tiques allaient se nourrir de sang, donc elles vont prendre des repas sanguins. Alors, on va voir quels sont les hôtes sur lesquels elles aiment bien se nourrir. Alors en fait, tout d'abord, ces hôtes préférés et ces hôtes en fait naturels, on va dire, ce sont tous les animaux sauvages. Il y en a un très grand nombre, hein. Ça peut être des oiseaux, ça peut être des petits rongeurs, ça peut être des mammifères plus gros comme les sangliers, les cervidés, il peut y avoir aussi des hérissons, des lézards, etc., etc. Il y a aussi les animaux domestiques. Donc la tique va pouvoir se gorger sur des petits chats ou des gros chats d'ailleurs, des chiens, des bovins, des chevaux, des chèvres. Et puis elle se gorge également sur l'homme lorsque l'homme va rentrer dans son biotope, dans son environnement. Donc en gros, ses préférences, en fait, elle n'en a aucune. Elle mange sur tout ce qui bouge. Voilà. Alors, maintenant, on va voir un peu plus en détail quel est le cycle de vie d'Ixodes ricinus. Comment elle fait, en fait, pour mordre et pour piquer, et comment elle va évoluer au fil de sa vie. Alors, ce qu'il faut savoir, tout d'abord, c'est qu'une tique, lorsqu'elle va vous piquer, c'est pas du tout comme un moustique qui arrive, qui vous pique, qui prend le sang et qui s'en va tout de suite. La tique, elle va rester accrochée. Vous l'avez vu quand vous avez des chiens qui sont infectés, par exemple, par des tiques. La tique, le gorgement dure très longtemps. Donc ça, c'est très important. Donc, on va partir pour vous expliquer ce cycle des œufs, donc, qui sont pondus par une femelle. Et de ces œufs vont éclore donc des petites larves. Donc là, et ce machin verdâtre là est censé illustrer en fait la végétation, le sol en fait, par exemple d'une forêt ou d'un jardin. Donc la larve se retrouve dans le sol et lorsqu'elle va avoir faim, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va grimper sur un brin d'herbe et se mettre à l'affût sur ce brin d'herbe en attendant qu'un hôte passe à côté d'elle. Alors, comment elle sait qu'il va y avoir un hôte qui passe à côté d'elle ? Eh bien, elle a un système de repérage sur ses pattes avant, sur ses premières pattes, sur la première paire de pattes qui s'appelle, c'est un organe qui s'appelle l'organe de Haller, qui lui permet de détecter un petit rongeur, un animal ou un homme qui passerait à proximité. Et donc, lorsque un rongeur passe, elle va se jeter sur l'animal et elle va prendre son repas sanguin. Donc son repas sanguin, comme je vous l'ai dit, il est long. Pour la larve, il va durer 2-3 jours. Une fois que la tique est complètement engorgée, elle se détache. Alors, vous voyez, là, c'est une tique non gorgée, une tique gorgée. Sa taille peut se multiplier par 50, son volume peut se multiplier par 50, non, c'est énorme. Et donc, lorsqu'elle a fini son repas, elle tombe dans la végétation et va muer pour devenir une nymphe. Et là, ça recommence. La nymphe, lorsqu'elle a faim, elle va grimper sur son brin d'herbe à l'affût d'un deuxième hôte sur lequel elle va qu'elle va infester, elle va le piquer, se nourrir de sang.
Alors là, comme la nymphe est un peu plus grosse que la larve, son repas sanguin va être encore plus long, il va durer à peu près 1 semaine. Et lorsque ce repas sanguin est terminé, la nymphe tombe, mue pour donner un adulte, soit un adulte mâle, soit un adulte femelle. Quand ils ont faim, à nouveau, ils remontent sur un brin d'herbe et là vont tous les deux aller infecter un troisième hôte. Et là, seule la femelle va prendre son repas sanguin et le mâle est là juste pour assurer l'accouplement en fait. Et ensuite, une fois que le repas est terminé, la femelle et le mâle tombent. Ils vont pondre des œufs, enfin la femelle pond des œufs dans la végétation et ensuite elle meurt. Et le mâle aussi. Et le cycle comme ça continue. Et une tique qui pond, c'est des milliers d'œufs et donc des milliers de larves et donc ça croît de manière exponentielle. Alors, comment se fait la transmission des microbes ? En fait, c'est la larve, lorsqu'elle va se nourrir sur son premier hôte, qui va, au moment où elle va prendre son repas sanguin, va pouvoir s'infecter elle-même par des microbes qui sont dans l'hôte qu'elle est en train de mordre. Et ensuite, donc, la larve va pouvoir passer ces microbes à la nymphe ou à l'adulte qui, elle-même, les passera au deuxième hôte, donc à des animaux domestiques ou à l'homme, et qui, ainsi, va pouvoir transmettre des maladies. Alors ça, c'est pour vous montrer comment la tique va piquer en fait son hôte. Alors, je vous ai dit que la tique, elle prenait son repas sanguin pendant très longtemps. Et pour ça, en fait, lorsqu'un moustique vous pique, vous vous en rendez compte, il fait mal, hein, ça vous fait mal. Lorsqu'une tique vous mord, vous pique, vous ne sentez rien. Et pourquoi ? Parce qu'au moment de la morsure, en fait, la tique va injecter des substances anesthésiantes dans votre peau, ce qui fait que vous ne sentez absolument rien. Et que vous pouvez avoir une tique qui reste sur vous, accrochée, en train de se gorger de sang, pendant des jours et des jours, sans que vous vous en rendiez compte. En général, comment on s'en rend compte ? C'est parce que tout à coup, on va se dire, mais tiens, qu'est-ce que j'ai ? Au bout de quelques jours, on va s'apercevoir qu'on a une sorte de petite boule, par exemple au niveau du pli du coude, et c'est là où on se dit, tiens, qu'est-ce que j'ai ? C'est juste comme ça qu'on peut s'en apercevoir, en fait, parce que ça fait pas mal. Alors, malgré tout, c'est assez impressionnant hein, quand on regarde les pièces buccales d'une tique. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle le rostre des tiques. En fait, c'est ce qui pourrait correspondre à la tête des tiques. Hein. Une tique n'a pas de tête, elle n'a pas d'yeux, mais elle a ce système-là qui s'appelle un rostre, donc, avec le rostre qui est en fait la sorte de seringue qui va, ou un dard exactement, qui va pénétrer la peau. Donc, c'est cet hypostome qui va pénétrer la peau. Donc, c'est une sorte de harpon hein, qui rentre vraiment dans la peau et la tique va couper la peau grâce à des sortes de ciseaux qui s'appellent les chélicères. Donc, c'est ces machins-là qui vont découper la peau et l'hypostome pénètre comme ça à l'intérieur de la peau. Alors là, vous voyez cette sorte de harpon, cet hypostome qui est à l'intérieur de la peau et qui est vraiment bien ancré. Et en même temps donc il rentre, la tique va sécréter donc non seulement des substances anesthésiantes, mais également des substances, une sorte de glu, de colle, qui va bien maintenir ce dard à l'intérieur donc, de la peau. Et ce qui explique aussi pourquoi il ne faut pas tirer sur une tique pour l'enlever, parce que si vous tirez sur la tique, vous comprenez bien que ça va résister et vous allez arracher en fait les pièces buccales du reste de la tique. Donc en fait, il ne faut pas du tout tirer, mais il faut tourner, il faut dévisser la tique. Vous faites ce que vous voulez, dans un sens ou dans l'autre. Ça n'a pas de vis ? Pardon ? Ça n'a pas de vis ? Voilà, vous faites comme si vous dévissez. D'ailleurs, c'est le système des tire-tiques. Pardon ?
Faites ce que vous voulez. Si vous pouvez, même plus. Et à un moment donné, ça va se détacher tout seul, en fait. Donc il faut une planche à tic. Pardon. Il vaut mieux avoir un tire-tic, oui. Ça, c'est bien. Si on n'a pas de tire-tic. Avec les doigts. Alors, il ne faut pas tirer, mais avec les doigts, vous pouvez très bien dévisser la tique. Attendez, oui, madame, oui, un verre. Je suis piquée régulièrement, moi je les attire. Vous les tirez? Et elles sont petites, une tête d'épingle, et avec un tire-tic. Les toutes petites, oui, les larves, elles sont trop petites, effectivement. Alors, si vous tirez la tique et que ce n'est pas non plus très très dangereux, le seul risque, c'est effectivement que les pièces buccales restent à l'intérieur de la peau et que vous ayez une infection. Donc quoi qu'il se passe, lorsque vous enlevez une tique, il faut bien désinfecter après. Mais bon, voilà, les risques sont quand même... Voilà. Oui, monsieur, vous vouliez... Je dis, vous qui travaillez dans l'observation, je pense que vous êtes plus exposé que d'autres personnes. Pas forcément, non. Enfin, on va en forêt assez régulièrement rechercher des tiques, mais on se protège, et ça j'en parlerai tout à l'heure. Après, il y a des gens qui sont plus ou moins attirés par les tiques. Moi, je ne me fais jamais piquer par des tiques, je ne sais pas pourquoi. Et comment on peut l'expliquer si vous l'expliquez? Comment on l'explique? En fait, on ne l'explique pas trop. C'est comme avec les moustiques. Il y a des gens qui ont des peaux à moustiques et d'autres qui n'attirent pas les moustiques. Ça ne pas à la glycémie de... Il y a des gens qui sont plus ou moins en hyperglycémie ou en... Ouais, franchement, je ne sais pas. On parle alors, on va pas dire des odeurs, mais si chacun, on émet un certain nombre d'odeurs qui sont dues d'ailleurs certainement aux bactéries qu'on a sur notre peau, il se pourrait que ce soit ça qui puisse attirer les tiques, mais en fait, franchement, j'en sais rien. Je vais continuer. Donc, alors, les maladies transmises par les tiques, donc on l'a dit déjà, hein, ce sont des maladies chez l'homme, mais aussi, c'est des maladies chez l'animal, hein, les animaux domestiques, les chiens, les bovins, aussi il y en a chez les chèvres, chez les chevaux, mais aussi et surtout, je dirais, ce sont des maladies chez l'homme. Et donc, ces maladies sont dues à des microbes qui sont véhiculés en particulier par la faune sauvage et en particulier donc par les rongeurs, surtout par les rongeurs et les oiseaux, et puis aussi par les cervidés. Mais les cervidés, eux, ils ont un rôle très important, pas forcément comme réservoir de microbes qui vont donner des maladies, mais par contre, ils sont très importants parce qu'ils sont utilisés par la tique pour se nourrir. Un cervidé, ça peut nourrir un très très grand nombre de tiques. Donc, ils sont très très importants dans le cycle des tiques et des maladies à tiques. Donc, pour résumer ça, il y a un réservoir qui est constitué par la faune sauvage qui vont porter des microbes, et notamment par exemple les microbes qui donnent la maladie de Lyme, les réservoirs, ce sont les micromammifères et puis et surtout les oiseaux, donc les oiseaux et les micromammifères. Donc les tiques, elles vont servir de véhicule de micro-organismes, donc elles vont passer de la faune sauvage à la faune domestique ou à l'homme. C'est pour ça qu'on les appelle des vecteurs. Et donc là, pour continuer, alors je ne vais pas vous parler de toutes les maladies chez l'animal parce qu'il y en a plein et il me faudrait la journée pour ça, mais je vais me focaliser sur les maladies chez l'homme et la problématique des maladies à tiques, c'est le cas de le dire, pour l'homme. Alors les maladies transmises par les tiques, en France et en Europe, en gros c'est la même chose. En gros, on va dire qu'il y en a deux qui sont à peu près bien connus, que sont l'encéphalite à tique, alors qui est dû à un virus qui s'appelle le virus de l'encéphalite à tique, dont le réservoir sont les rongeurs. Cette maladie, elle est très fréquente en Europe du Nord-Est, donc vous avez en rouge la zone de répartition de ces maladies. Vous voyez que nous, en France, on est relativement peu touchés. En fait, il n'y en a quasiment que dans l'est de la France. En Alsace, il y en a très très peu. Il y a 2-3 cas par an qui sont répertoriés chaque année. Donc chez l'homme, ça va. C'est une maladie humaine.
les symptômes, ça va à des formes asymptomatiques, donc bénignes, jusqu'à des encéphalites mortelles, donc c'est très très grave. Hein. Il y a très peu de cas, mais lorsqu'il y en a, c'est très grave. Il n'y a pas de traitement. En revanche, il y a une vaccination qui est très efficace et les populations à risque, en général, sont vaccinées contre l'encéphalite attique. Voilà. Et la deuxième maladie qui pose encore plus de problèmes, c'est la maladie de Lyme ou la borréliose de Lyme. Alors, cette maladie, elle est due à une bactérie. Alors, en France, il y a au moins 5 espèces différentes qui circulent. Toutes, elles appartiennent à un complexe. Bon, on va aller vite sur les noms un peu barbares des bactéries. Hein. Rappelez-vous juste Borrelia, c'est le nom des bactéries qui donnent la maladie de Lyme. Le réservoir, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les rongeurs, les oiseaux, les lézards. Il y en a partout en France. À un moment donné, on disait que la maladie de Lyme, c'était uniquement dans l'est de la France, uniquement en Alsace. Ce n'est pas vrai, il y en a absolument sur tout le territoire français et européen. En France, donc, le nombre de cas estimés est de 27 000 cas par an. Donc ça, c'est des chiffres de l'Institut national de veille sanitaire, qui sont, en fait, c'est des nombres de cas estimés, hein, pas avérés, parce que ce n'est pas une maladie à déclaration obligatoire. Donc il y a tout un réseau de médecins sentinelles qui comptabilisent le nombre de maladies dans différentes régions sentinelles, et ensuite ils extrapolent en fonction de la population française, etc. Les symptômes, alors, lorsque vous vous faites piquer par une tique qui va vous donc transmettre la borrélie, il y a une première phase qui est une phase donc, qu'on appelle primaire, qui apparaît quelques jours après la piqûre de tique et qui est cet érythème migrant. Donc c'est en gros une tache rouge sur la peau et qui est en fait assez... Je vous ai mis ces 2 photos pour vous montrer que c'est quand même assez... cette tache rouge, elle peut prendre différentes formes. Donc vous voyez cette forme un peu flashy où là vous avez ça, à mon avis, vous demandez ce qui se passe, mais il peut y avoir des formes un peu plus diffuses. Donc, à ce moment-là, vous n'avez pas d'autres symptômes que cette tache rouge. Vous n'avez pas de fièvre, vous n'êtes pas malade en particulier, vous avez cette tache. Donc, à ce moment-là, si vous allez chez votre médecin, que vous lui dites que vous êtes fait piquer par une tique, que vous êtes baladé en forêt, que peut-être vous êtes fait piquer par une tique parce que si ça se trouve, vous ne l'avez pas vue, la tique, lorsqu'elle vous a piqué, et qui pense à la maladie de Lyme, dans ce cas-là, il vous donne un traitement antibiotique qui, en général, est très efficace et vous n'avez plus de problème. Le problème, c'est lorsque cet érythème migrant, dans cette tache rouge, passe inaperçu. Et alors, dans ce cas-là, il va y avoir des complications, une phase secondaire et tertiaire, qui vont apparaître avec beaucoup de signes cliniques différents. Ça peut être des douleurs articulaires, des atteintes neurologiques, musculaires, qui peuvent parfois aller jusqu'à la paralysie. Donc, c'est quand même des formes très, très graves. Alors, à ce stade-là, donc, il n'y a plus d'érythème migrant et les médecins font le diagnostic grâce à une sérologie, qui soit positive, soit négative. À ce moment-là, donc, il va vous proposer un traitement antibiotique qui donc, est efficace, mais il va être d'autant plus efficace qu'il est pris de manière très précoce. Et plus on attend, plus le traitement est compliqué. Alors ça, c'est le tableau, on va dire, un peu idéal, parce qu'il y a dans un certain nombre de cas des personnes qui se font piquer par des tiques, dont le diagnostic est négatif, le diagnostic maladie de Lyme est négatif, mais qui pourtant ont des symptômes. Ou alors, il y a d'autres personnes qui sont séropositives pour Lyme, et pourtant le traitement reste inefficace pour ces personnes-là. Alors pourquoi ? Alors, il y a 2 hypothèses, en fait. La première, c'est que peut-être qu'il y aurait d'autres maladies transmises par les tiques et qui ne seraient pas diagnostiquées, d'autres maladies que la maladie de Lyme, ou qu'il y aurait des co-infections entre différents microbes qui pourraient être transmis par les tiques. Et donc, il y aurait des associations entre Borrelia, l'agent de la maladie de Lyme, et d'autres microbes qui pourraient être des parasites ou des virus et qui pourraient être résistants au traitement antibiotique. Alors, dans notre laboratoire, on a essayé on essaie toujours de répondre à ces questions.
Alors, la première, c'est de savoir s'il y a d'autres microbes qui sont transmis par les tiques. Et ça, la réponse est oui, ça on le sait. Il y a de très très nombreux autres microbes, autres que le virus de l'encéphalite à tique et que les Borrelia, qui sont transmis par les tiques. Alors là, vous avez une liste, vous ne voyez rien, mais ce n'est pas grave. On va rentrer un peu plus dans le détail, mais en gros, c'est pour vous montrer qu'il y en a plein. Là, c'est toutes les Borrelia, mais vous avez plein d'autres choses. Alors, ce qu'on a fait, c'est que nous, notre travail, c'est qu'on va se promener en forêt de temps en temps. Donc ça, c'est le côté sympathique de notre travail. Et on va collecter les tiques là où elles se trouvent, donc en forêt. Et comment on fait pour collecter les tiques? Eh bien, on se balade avec un drapeau blanc et on le passe comme ça sur la végétation. Lorsqu'il y a des tiques à l'affût, eh bien, elles se collent au drapeau et on peut les récupérer comme ça. Donc, on passe le drapeau et ensuite on regarde et on prélève les tiques sur le drapeau. Vous pouvez faire ça chez vous, hein, si ça vous amuse, dans vos jardins ou autres. Vous vous promenez avec un drap blanc, de préférence blanc. Alors pourquoi? Ce n'est pas parce que les tiques aiment particulièrement les couleurs claires, mais c'est parce qu'on peut bien les voir. Ouais. Donc voilà, et je vais vous montrer. Donc on a fait cette étude, on en a fait un peu partout en France, mais là je vais vous montrer l'étude qu'on a réalisée dans les Ardennes, qui a été publiée il n'y a pas très longtemps et qui a fait la une d'un journal local, ça s'appelle l'Union Lardennais, donc on était assez fiers. Ils ont parlé de cette étude dans ce journal. Donc on est allé collecter ces tiques et puis on a regardé tous les micro-organismes qu'on retrouve, tous les microbes qu'on retrouve dans les tiques. Alors première chose, c'est que la moitié des tiques qu'on étudie, eh bien, sont infectées par au moins un microbe. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme microbe? Eh bien, déjà, dans 20% des tiques, on trouve les agents qui vont donner la maladie de Lyme. Donc ça on sait, il n'y a rien de nouveau. Et puis, on trouve plein d'autres choses, et notamment, on trouve d'autres bactéries, et en particulier des bartonelles et des rickettsia, qui sont vraiment très, très fréquentes dans les tiques. Vous avez quasiment 20% de tiques qui sont infectées par ces bactéries. Et puis, on en trouve d'autres. Je ne vais pas vous donner les noms parce que c'est assez barbare, mais on trouve plein d'autres choses. Donc ensuite, la deuxième étape, c'est qu'on s'est dit, si ces bactéries, on les trouve dans les tiques, est-ce qu'il y a des gens qui sont piqués par des tiques, qui sont malades, séronégatifs pour Lyme, et est-ce qu'ils sont infectés par ces bactéries? Donc là, on a conduit une étude en collaboration avec nos collègues de l'Institut hospitalo-universitaire à Marseille, qui ont et des médecins généralistes qui nous ont aidés à étudier une cohorte de malades. Donc, c'était 66 patients qui avaient été piqués par des tiques qui étaient séronégatifs pour la maladie de Lyme. Et donc, chez ces personnes, on a recherché tous les microbes qu'on retrouve dans nos tiques. Et on s'est aperçu que la moitié de ces 66 patients étaient infectés par soit des bartonelles, soit des rickettsia. Mais le problème, c'est que pour l'instant, en fait, on ne les diagnostique pas parce que, d'une part, les médecins sont très peu au courant de ces infections, de ces micro-organismes. Et puis, à leur décharge, il y a très peu de tests qui sont commercialisés et qui sont capables de diagnostiquer ces maladies. Oui? Mais il y en a quand même ou pas? Des tests qui peuvent vraiment les diagnostiquer Alors, il y en a quand même, oui. Alors, ça dépend pour lesquels. Par exemple, pour les rickettsia, il y a le Centre national de référence à Marseille qui peuvent faire des sérologies ou des PCR. Pour Bartonella également. Il y a certains micro-organismes dont je ne vous ai pas parlé qui sont des micro-organismes qui viennent d'être découverts quasiment. Donc pour eux, il n'y a pas du tout de test de diagnostic. Mais c'est surtout à Marseille que vous trouvez quelque chose, parce que je sais qu'il y a des labos qui le font, mais ça revient toujours négatif. Alors Marseille, c'est le Centre national de référence des rickettsia et des bartonelles. Après, il y a d'autres centres de référence pour les Borrelia, c'est à Strasbourg. Après, il y a des laboratoires privés. Et ça,
je ne sais pas. Ils font à peu près les mêmes symptômes que les borrélias? Alors, c'est pas du tout, c'est ça le problème en fait. C'est des symptômes très peu spécifiques. Ça peut être des choses comme des symptômes pseudo-grippaux, par exemple, avec des douleurs musculaires. Ça peut être aussi, par exemple, dans le cas des Bartonella, il peut y avoir des problèmes au niveau de la vision, de l'équilibre. C'est beaucoup de signes neurologiques aussi. Voilà, donc c'est très très compliqué à diagnostiquer. Le problème aussi, c'est que ça arrive souvent quelques semaines, voire mois après la piqûre de tique, et que souvent les gens ne savent même pas qu'ils ont été piqués par des tiques. Donc pour arriver à faire le lien entre la piqûre de tique et ces symptômes, c'est très très compliqué. Oui. Il faut savoir aussi il me semble que les rickettsi sont impliqués dans certaines maladies auto-immunitaires. Parce que les rickettsi possèdent des antigènes communs avec certaines cellules de notre corps. Et donc, au bout d'un certain nombre de mois ou années, ça peut simuler une maladie auto-immunitaire, qui est le casse-tête de la médecine interne. Et je crois qu'il faudrait un peu faire des recherches dans ce sens-là. Parce que peut-être qu'un certain nombre de maladies auto-immunitaires sont nombreuses, le lupus et autres, pourraient être dues peut-être au départ à une piqûre de tique. Ouais, bah oui, pourquoi pas. Ce sont des hypothèses, hein, ça c'est clair. Il y a beaucoup d'hypothèses. Sur certaines maladies auto-immunes, et j'avais appris ça à cette occasion. Oui, non, mais c'est sûr qu'il y a des maladies infectieuses qui peuvent être à l'origine de maladies auto-immunes. Hein. Je pense que oui. Après, voilà, on n'est pas très très nombreux à travailler sur ces sujets en France. Ça commence à se développer de plus en plus. Hein, ça devient vraiment des problèmes de santé publique. Mais il y a besoin de recherche. Ça, je suis d'accord avec vous. Il faudrait que les médecins internistes qui s'occupent volontiers de l'auto-immunité s'y intéressent davantage. On continue. À la fin, je vous parlerai des liens qu'on a avec les médecins, les projets qu'on développe justement avec eux pour essayer d'avancer sur ça. Donc, l'éco-infection, eh bien, là aussi, lorsqu'on regarde les co-infections dans les tiques, eh bien, la moitié des tiques infectées sont co-infectées. Puis là aussi, ça avait fait un petit papier, enfin un petit truc dans le point.fr, donc où on pouvait trouver jusqu'à 5 micro-organismes différents dans la même tique. Alors en France, il n'y a pas eu beaucoup d'études, mais en tout cas aux États-Unis, c'est bien connu hein, que les co-infections qui sont transmises par les tiques sont vraiment pas rares. Donc, mais du coup, c'est encore plus difficile à diagnostiquer, hein, puisque déjà à diagnostiquer une maladie qui est causée par un micro-organisme, c'est difficile, donc par plusieurs, c'est vraiment très compliqué. Alors, une question qu'on me pose souvent et que les gens disent, en fait, c'est qu'il y a beaucoup plus de tiques aujourd'hui qu'avant. Alors, est-ce qu'on a la réponse? Et en fait, on n'a pas franchement de réponse. Enfin, il n'y a pas de réponse scientifique, en fait, à cette question, parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'on étudie les tiques, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a des données sur le long terme, et du coup c'est difficile de dire, bah oui, il y a 50 ans, il y avait tant de tiques à tel endroit, aujourd'hui il y en a 3, 4, 10 fois plus, voilà, donc ça on ne peut pas dire. Ce qu'on sait, c'est que l'aire de répartition des tiques, et enfin, en particulier d'Ixodes, elle s'étend, et il y a une augmentation vers le nord, et en altitude aussi. Il y a par exemple, au-delà de 1500 mètres, il y a 10-20 ans, on ne trouvait pas de tiques. Aujourd'hui, il y a des tiques. Également, on sait que la densité des tiques, elle fluctue d'une année à l'autre. Et ça, c'est surtout dû à la température. Mais donc, il y a très peu de données sur le long terme. Par contre, ce qu'on peut essayer de mesurer, c'est comment
varient les facteurs qui, eux, vont favoriser les tics. Si on ne sait pas vraiment avoir une idée, si on n'a pas une idée précise sur l'évolution des densités des tiques, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va pouvoir favoriser les tiques? Alors, la première, c'est la température. Les tiques, j'aurais probablement dû le dire plus tôt, mais les tiques sont très très sensibles à la température et en fait, l'activité des tiques, elle est maximale en fait entre à peu près, on va dire, 9 et 22 degrés. Voilà, donc c'est lorsqu'il fait très froid, les tiques sont là, elles sont présentes, mais elles vont être dans la végétation, elles vont attendre en fait que les températures augmentent pour se mettre en activité, pour se mettre sur leur brin d'herbe et pour aller piquer les hôtes qui vont passer à côté. Donc en gros, elle aime bien les températures tempérées. Donc les hivers doux, c'est super pour elle. Et les étés pas trop chauds, c'est super aussi pour elle. Un autre facteur qui favorise les tiques, ce sont les forêts, évidemment, puisque c'est leur lieu de vie. Donc plus il y a de forêts, en théorie, plus on va avoir de tiques. Et Erwin l'a dit tout à l'heure, hein, les forêts les surfaces forestières sont en augmentation constante. Donc ça, on ne voit pas grand-chose. Hein, je suis désolée, j'ai chopé ça sur Internet. Mais bon, en tout cas, ça montre bien l'évolution comme ça des surfaces forestières. Et je suis ravie qu'il l'ait dit avant moi parce que je n'étais pas franchement sûre, mais bon, vous confirmez. Ok, ça c'est une photo que j'ai reprise d'une présentation de Nathalie Boulanger en fait, qui travaille au CNR Borrelia à Strasbourg et j'ai trouvé ça très parlant. Hein. C'est une vallée vosgienne à 100 ans d'écart en fait. Et vous voyez là, mais c'est vraiment ultra parlant, l'augmentation en fait de la forêt à l'intérieur quasiment enfin pas à l'intérieur des habitations, mais c'est au milieu des habitations et une diminution des terres agricoles. Donc ça, c'est vraiment diminution des terres agricoles, augmentation de la forêt, c'est vraiment quelque chose qui est qui va favoriser les tiques et leur augmentation. Un autre facteur, évidemment, ce sont les animaux qui vivent dans la forêt. Donc avec les variations du nombre de gros mammifères qui sont les repas, les hôtes privilégiés des tiques adultes et la disparition donc de leurs prédateurs. Et là, pareil, si on regarde au cours du temps, ça c'est les sangliers, les cerfs, les chevreuils, donc tout ça augmente de manière vraiment très importante. Alors aussi, il y a d'autres facteurs, c'est l'augmentation des réservoirs, des microbes qui vont pouvoir être transmis par les tiques, et en particulier les petits rongeurs. Et puis, il y a donc la prolifération des rongeurs, et puis il y a aussi l'introduction de nouveaux réservoirs, par exemple des réservoirs de la maladie de Lyme. Et là, il y a un exemple qui est très flagrant, qui est l'introduction d'un petit écureuil. Je ne sais pas si vous en avez ici. Il y en a beaucoup, beaucoup dans la forêt de Sénart à Paris. C'est le tamia de Sibérie. Vous en avez ? Bon, en fait, c'est un écureuil qui vient d'Asie. Si vous allez dans les animaleries, vous allez en trouver. Il y a plein de gens qui en achètent pour leurs enfants parce que c'est tout mignon. Hein, c'est tout mignon, mais c'est horrible ces animaux. C'est pas du tout mignon du tout quand vous les ramenez chez vous. Ça bouffe tout, ça mord. Donc évidemment, les gens les relâchent tout de suite. Et c'est ce qu'ils ont fait. Dans la forêt de Sénart, ils ont relâché. Ils ont proliféré et dès que vous vous baladez dans la forêt, vous allez au moins rencontrer 10. Quoi. Il y en a partout. Pardon ? Est-ce que ça se mange ? Est-ce que ça se mange ? Eh bien, je connais quelqu'un qui en... Oui, je pense que vous pouvez essayer après tout. Mais c'est petit, ouais. Bon, voilà. Eh bien, en tout cas, ce petit écureuil, en fait... Il est très bon réservoir des bactéries qui transmettent la maladie de Lyme et en particulier il est très bon réservoir
de plein d'espèces qui n'étaient pas franchement bien représentées dans la forêt de Sénart, et il les a introduits et il les prolifère en fait. Donc surtout, n'achetez pas ces animaux, et surtout si vous les achetez, ne les lâchez pas dans les forêts à côté de chez vous. Ça devrait être interdit, mais c'est toujours en vente. Voilà, ça coûte rien en plus, hein, ça coûte 10 € ces trucs. Enfin, peut-être plus, mais ça ne coûte pas grand-chose. Alors j'arrive à la fin, je ne sais pas à quelle heure il est du tout, mais je pense que j'ai 3h05, c'est parfait. Donc que faire contre les tiques ? Alors, eh bien, au niveau des collectivités, eh bien, on peut, le mieux c'est d'aménager donc les zones forestières près des habitats, hein, pour que ce soit le plus clean possible, on va dire, et pour qu'il y ait le moins de, enfin, voilà, dans la mesure du possible, avec la coupe des herbes dans les jardins. Donc ça, c'est déjà une première chose quand c'est possible. Et évidemment, alors je ne sais pas s'il y a des politiques dans la salle, mais améliorer la prévention au niveau des collectivités, ça me semble également quelque chose d'extrêmement important. Paris l'a fait, donc je ne sais pas si c'est... voilà. Il y a, par exemple, il y a des affiches comme celle-ci, donc, qui ont été mises un peu partout dans Paris. Alors, ce n'est pas l'endroit le plus dangereux pour se faire piquer par une tique, je vous l'avoue, mais bon, la mairie de Paris a été assez sensibilisée par un certain nombre de cas de maladie de Lyme qui ont été contractés dans les bois de Paris, donc du coup, ils en ont mis un peu partout. Mais si on met ça et qu'on dit quoi faire et qu'on sensibilise les gens, eh bien, ça peut, à mon avis, être important donc d'informer, de communiquer et d'éduquer les gens sur les tiques et les dangers que cela représente. Et évidemment, il va falloir aussi améliorer le diagnostic. Hein. Il y a un diagnostic pour la maladie de Lyme qui est controversé, mais ça, je n'ai pas voulu en parler aujourd'hui et on peut en discuter après si vous voulez, mais au moins il y a un diagnostic. Pour plein d'autres maladies, il n'y a même pas de diagnostic pour l'instant. Donc il faut vraiment travailler pour ça et puis intéresser les industriels aussi à développer des tests, hein, parce que les tests existent déjà dans nos laboratoires, mais encore faut-il que les industriels s'en emparent et puis produisent des tests, des kits. Au niveau individuel, et c'est ça qui est à mon avis aussi extrêmement important, lorsque vous allez vous promener en forêt, il faut mettre des vêtements couvrants. Alors des fois, évidemment, on n'a pas franchement envie hein, quand il fait beau. De couleur claire, alors parce que c'est mieux pour les voir, hein, les tiques, mais ce n'est pas forcément parce que les tiques aiment le clair. Et puis c'est bien de mettre le pantalon dans vos chaussettes, hein, parce que la tique, elle va monter, donc elle va... quand vous allez passer dans les herbes hautes, donc elle va pouvoir donc sauter sur vous, je sais pas, sur vos jambes ou... et puis, mais là, elle ne va pas vous piquer tout de suite. Elle va se promener, elle va monter, etc. Donc, même si vous avez un pantalon sur vous, ce n'est pas grave. Elle va monter. Si vous n'avez pas, par exemple, un t-shirt que vous n'avez pas rentré dans votre pantalon, elle peut passer sous le t-shirt. Et puis, voilà. Pareil, elle peut... Vous ne la sentez pas. Pareil, elle pique pas. Bon, et voilà, une fois qu'elle est sur votre peau, elle est un peu délicate, hein, elle ne va pas piquer n'importe où en fait. Elle va choisir son endroit pour piquer. C'est un endroit où la peau est la plus fine possible et où c'est humide. Donc c'est en général au niveau des plis. Alors ça peut être voilà, sous les bras, au niveau de l'aine, ça peut être derrière les genoux. Des endroits évidemment où on ne la voit pas vraiment très bien. Donc il faut bien se couvrir et si ce n'est pas possible, donc bien s'inspecter après une promenade. On peut aussi mettre des répulsifs, hein, il y a des répulsifs cutanés ou vestimentaires qui existent, soit naturels, alors il y a plein d'huiles essentielles, je ne suis pas spécialiste des huiles essentielles, mais il y en a un certain nombre, comme celles qu'on utilise pour les moustiques, hein, la citronnelle et puis je ne sais plus trop lesquelles, mais il y en a qui fonctionnent bien. Par contre, c'est très volatile, donc elles vont avoir une action très courte, donc il faut en mettre assez régulièrement. Toutes les heures, voilà. Et puis voilà, au retour de promenade, hein, s'inspecter donc dans les plis, au niveau un peu partout. Alors, des fois, ça peut être dans le dos aussi, donc c'est quand même assez embêtant. Hein. Et puis,
enfin, ce qui peut être pas mal aussi, c'est de prendre une douche parce que les tiques ne piquent pas immédiatement. Donc la douche peut permettre d'éliminer des tiques qui n'auraient pas encore piqué. Et puis, voilà, si la tique vous a piqué, donc vous la retirez de manière mécanique, hein, donc sans l'arracher. Avec un tire-tique, bon, voilà, c'est mieux, mais il y en a qui disent que c'est mieux. Moi, je trouve que c'est encore plus facile avec les doigts. Et puis voilà. Surtout, alors, pas d'alcool, d'éther, d'huile, de vernis, de cigarettes. Enfin, voilà. Enfin, bon, ça fera. Pardon? Bah, Du vernis dessus parce que j'arrive pas à les attraper. Donc, une goutte de vernis, une fois qu'il est sec, je décolle. D'accord. Bon, enfin, le but. Non, c'est pas que c'est pas bien, c'est que. Enfin, si ça vous aide à l'enlever après, ok, mais c'est pas ça qui fera que la tique va s'enlever toute seule, quoi. Et puis voilà, puis la cigarette, enfin, ça j'ai déjà vu ça sur des chiens, vous risquez plus de brûler votre chien que. C'est sur la tique qu'il ne faut pas mettre d'alcool, d'éther et tout ça. Ouais. D'accord, oui, après on peut désinfecter avec. Oui, après vous désinfectez, oui. Alors. Sinon, sur toute petite, c'est a priori le stade larvaire, dans ce cas-là, elle ne transmet pas de maladie. Alors voilà, le stade larvaire transmet très peu de choses, mais il peut transmettre certaines choses, notamment les microbes qui vont se transmettre de manière transovarienne, donc de la tique femelle à ses... oui, je t'ai vu, je vais te laisser la parole. Donc voilà, la maladie de Lyme, c'est très très rare, ça peut arriver, hein, il peut y avoir, mais c'est très très rare. Pour certaines babésias, certains parasites, certaines rickettsie, il peut y avoir des... mais bon, ça reste très peu fréquent. Donc le risque, c'est plutôt les nymphes et les adultes. Les nymphes encore plus que les adultes parce qu'on les voit encore moins que les adultes. Et les adultes, par contre, ils vont être encore plus infectés que les nymphes. Donc au final... Et ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, c'est pas parce que votre tique, enfin la tique qui vous a piqué est infectée qu'elle va forcément vous transmettre la maladie. En fait, il y a eu des études qui ont été faites et qui montrent que si vous vous faites piquer par une tique infectée par Borrelia, il y a 10% de malchance que vous soyez infecté. D'accord ? Oui. Et quand il pleut, les tiques, elles n'ont rien. Alors quand il pleut, c'est une bonne question en fait, parce que par exemple nous quand on va faire nos collectes de tiques en forêt, on n'y va jamais quand il pleut. En fait parce que comme on se promène avec nos drapeaux, s'il pleut, nos drapeaux en 5 minutes ils sont tout mouillés et puis ça marche plus du tout. Mais les tiques elles sont là. Donc quand il pleut, les tiques sont toujours là. Et non, ça leur fait rien du tout. Ou si franchement il pleut à torrent, et ben tout qu'elle va se mettre sous les herbes, attendre que ça se calme et puis elle remonte. Quels sont les prédateurs naturels des tiques, quelle est l'évolution des prédateurs? Alors je parlais des prédateurs des grands animaux, mais il y a des prédateurs des tiques, alors il n'y en a pas tant que ça en fait. J'ai lu quelque part, je ne sais plus quel animal, mais il n'y en a pas en France, je ne sais plus, j'ai lu ça sur Internet il n'y a pas très longtemps, l'opossum, ou je ne sais pas quoi, un truc qui mange les tiques, il adore ça. Les poules aussi, mais bon, les poules dans les forêts, il n'y en a pas tant que ça, mais dans vos jardins par exemple, de mettre des poules, ça va pouvoir manger les tiques. Et puis, il y a peut-être des champignons aussi qui pourraient, des champignons qui infecteraient les tiques, qui pourraient être... pathogènes pour les tiques, mais il n'y a pas grand-chose. Alors, les oiseaux sont infectés par... ils peuvent être piqués par des tiques. Après, peut-être qu'ils les enlèvent, mais les oiseaux sont très importants dans le cycle des tiques, donc ouais, c'est pas suffisant en tout cas. Est-ce que certains insectes seraient prédateurs? À ma connaissance, alors il y a des parasitoïdes de tiques, mais on ne sait pas trop en fait quel est le rôle.
Quand on regarde ce qui est véhiculé par l'éthique, il y a plein de choses, il y a des parasites, il y a des virus, est-ce que ça a un rôle pathogène par exemple pour la tique? On ne sait pas encore. Oui, et vous avez parlé tout à l'heure de l'encéphalite virale due aux tiques, mais il existe également des méningoencéphalites dans la borréliose, parce que je connais un cas Oui, c'est vrai. à Nancy. Oui, c'est vrai. Donc le diagnostic est intervenu assez tardivement. Il a failli y rester. C'était une neuroborréliose qui avait entraîné une méningoencéphalite avec pour premier symptôme des troubles oculaires. Oui, ça c'est. Les signes, les symptômes de la maladie de Lyme, ils sont extrêmement variés. Il y a des neuroborrélioses, effectivement. Les encéphalites, elles ne sont pas dues au virus de l'encéphalite atypique, je suis d'accord. Est-ce qu'on a des études sur les effets pathogènes de l'Rickettsia et des Bartonella? Est-ce qu'on a un recul? Alors bon, les Bartonella, ce sont des bactéries qui étaient connues jusqu'à présent pour donner une maladie qui s'appelle la maladie des griffes du chat, donc transmise à l'homme par le chat. Et puis, depuis un certain nombre d'années, il y a eu des cas de personnes qui étaient infectées par Bartonella et qui n'avaient pas du tout été en contact avec des chats, et c'est comme ça qu'on a suspecté les tiques. Les symptômes chez ces gens qui se font piquer par des tiques et qui ont des Bartonella, c'est des symptômes très 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 variés. Alors ça peut aller, il y a souvent des très grosses fatigues, mais c'est pas je suis un peu fatiguée, c'est les gens restent au lit. Il y a souvent des symptômes oculaires, neurologiques, des pertes de mémoire, des choses comme ça. Oui ? J'ai une question sur les taches rouges, en fait. Alors, d'une part, est-ce que vous savez à quoi c'est lié, à quel type d'infection en particulier? Et d'autre part, est-ce qu'on a forcément la tique qui est au centre de la tache? Alors, ça arrive après, hein. Vous voyez plus la... Ouais, alors, effectivement... alors, la tache rouge, c'est que pour la maladie de Lyme et c'est que pour les Borrelia qui donnent cette tache rouge. La tache rouge, elle arrive effectivement, on va dire, 5-6 jours après la piqûre de tique, enfin même après que la tique se soit retirée. Et alors, il peut y avoir un peu tous les cas, à savoir que cette tache rouge apparaît à l'endroit où la tique a piqué, mais ça peut être aussi à d'autres endroits. Il peut y en avoir plusieurs taches qui apparaissent. Donc, voilà, la réponse est ça dépend. Peut-être je peux finir, oui, parce que là, je vois qu'on fait des signes. Alors, pour terminer, je vais faire un peu de pub pour l'INRA. Donc, qu'est-ce qu'on fait à l'INRA pour traiter ces problèmes? Donc, en gros, notre objectif, c'est de mieux comprendre ces maladies, pour mieux les combattre, évidemment. Donc, on travaille, on est, 5-6 laboratoires sur toute la France à travailler sur l'éthique d'une manière ou d'une autre. Donc, en gros, il y a un autre laboratoire à Maisons-Alfort, il y a un laboratoire à Clermont-Ferrand, à Nantes et à Montpellier. J'espère que je n'en ai pas oublié. Donc, en gros, un certain nombre de personnes travaillent sur l'éthique et les agents pathogènes qu'elles transmettent, on a appelé ça le pathobiome parce que, comme vous avez vu, il y en a plein, donc en référence au microbiome, on travaille sur ce pathobiome. La transmission à partir de la faune sauvage à la faune domestique, aux animaux domestiques et à l'homme. Donc, en gros, ce qu'on essaie de voir, c'est l'effet du changement climatique sur les densités de tiques, essayer de prévoir des scénarios, comment tout ça va évoluer dans un contexte où les températures évoluent. Donc ça, c'est fait dans le cadre d'un projet qui est porté par un métaprogramme de l'INRA, qui est le métaprogramme ACAF. On essaie de comprendre et de connaître les microbes qui sont portés par les tiques et les réservoirs de ces microbes. Donc ça a été porté par un projet aussi financé par un autre métaprogramme de l'INRA qui s'appelle le métaprogramme MEM. Ensuite, on travaille beaucoup pour améliorer le diagnostic, à la fois chez l'homme et chez l'animal domestique. Et ça, c'est un projet qui est en cours de dépôt
à l'ANR. Donc, on attend le résultat au mois de juillet. Et puis, un autre projet qui, lui, a été subventionné par l'ANR, qui est un projet qui a pour objectif d'étudier l'effet du paysage, en fait, sur l'éthique, et en particulier d'essayer de mieux comprendre comment voilà, les changements de structure du paysage peuvent influencer les densités de tiques. C'est quoi l'ANR, c'est quoi? L'ANR, c'est l'Agence nationale de la recherche qui finance la recherche en France. Et puis, alors, un projet qui n'a pas débuté, mais pour lequel on est en train de réfléchir et qui va commencer. Donc, c'est un projet de sciences participatives qui est un projet qui est inclus dans un plus grand projet qui s'appelle Tous chercheurs, donc qui est en collaboration avec beaucoup de laboratoires, mais en particulier, il a été initié par des discussions qu'on a eues donc avec des chercheurs d'ici, donc de l'INRA Nancy, avec notre équipe. Et ce projet donc, de recherche participative a pour but de faire justement participer et de faire travailler ensemble les chercheurs, les citoyens, les professionnels de la santé, les associations de malades, les collégiens aussi, pour mieux comprendre les maladies transmises par les tiques. Donc, très vite, je ne vais vraiment pas m'attarder là-dessus, juste pour vous décrire un tout petit peu ce qu'on a l'intention de faire. En fait, c'est de poser un certain nombre de questions, finalement assez simples, hein, mais qu'on se pose tous, nous, chercheurs, et on va essayer d'y répondre avec vous, avec votre aide. Donc, par le biais d'un certain nombre d'actions, donc notamment on va réaliser des collectes d'échantillons qui pourront être effectuées par les citoyens, et ces échantillons seront analysés dans le cadre de formations qu'on pourra mettre en place justement avec les personnes qui souhaitent y participer et qui souhaitent donc être formées à tout ce processus en fait de recherche. Et ensuite, donc, l'idée est de pouvoir améliorer les connaissances sur les tiques et les maladies à tiques. Donc, on vous a laissé, je ne sais pas où d'ailleurs, Annick, voilà, à l'extérieur, il y a des petits fichiers, des feuilles. Si vous voulez, si vous êtes intéressé par ce projet, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous laisser vos noms, vos coordonnées. On vous recontactera pour vous en dire un peu plus et puis pour vous faire participer à ces projets. Voilà, j'ai terminé. Donc, pour finir, quand même, je voudrais donc remercier d'une part le personnel qui travaille avec moi dans mon équipe, donc avec TOTIC, toutes les unités INRA qui travaillent sur l'éthique et qui ont participé aux travaux que je vous ai présentés, nos unités aussi avec lesquelles on collabore, et en particulier, donc on travaille beaucoup avec l'Institut Pasteur et puis beaucoup avec les médecins. Il y a un groupe en France qui s'appelle le groupe Tiques et maladies à tiques, avec lequel il y a pas mal de discussions. Des projets, on est dans 2 projets européens. Je voulais également citer les associations de malades avec qui on travaille, en particulier la Fédération française de maladies vectorielles à tiques, qui est une fédération qui regroupe associations de malades, chercheurs, médecins, etc. Nos départements à l'INRA qui sont impliqués dans ces recherches, le département santé animale et EFPA, les métaprogrammes dont j'ai parlé, nos 2 centres donc très impliqués, le centre INRA de Jouy en Josas et le centre INRA de Nancy, et puis le LabEx Arbre qui a subventionné, je crois, ma venue ici. Et puis voilà. Et puis pour finir, je voudrais remercier ma fille qui a bien voulu m'accompagner malgré le fait que ce soit dimanche et qu'elle ait prévu d'autres petites choses plus sympathiques qu'accompagner sa maman ici. Donc voilà, merci. Merci à tous.